Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici pour ce Doers to Doers du jeudi 6 avril où nous avons Asma et Hervé avec nous pour parler du sujet des grands groupes, contractualisés avec les grands groupes. Donc il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle ici, il y a aussi des personnes en ligne. Pour les personnes qui sont en ligne, je vous invite vraiment à poser vos questions. Je les ai là sur mon ordinateur et donc comme ça je vais pouvoir les poser à Asma et Hervé. Pour ceux qui ne sont pas encore venus, Doers to Doers, c'est les entrepreneurs qui parlent à des entrepreneurs et des experts qui ont vu ça plein de fois. On a Hervé qui a accompagné 850 entrepreneurs sur la question des grands groupes et on a Asma qui du coup est une entrepreneuse qui est la CEO de Vélivélo et qui travaille aujourd'hui avec Uber Eats, avec Just Eat tu pourras expliquer plus en détail un petit peu ce que tu fais, mais elle a pas mal d'expérience et elle avait envie aujourd'hui de témoigner de son expérience avec le travail avec les grands groupes. On a aussi plusieurs personnes dans la salle qui ont parlé de leurs défis. Je ne sais pas si Emma, tu pourrais par exemple donner la parole à Clément, c'est ça ? Oui, super. Clément, tu veux bien partager la raison pour laquelle tu es venu ici aujourd'hui ? Pareil sur les commentaires, vous pouvez aussi partager. Alors du coup, moi c'est Clément, fondateur de Cyclocare. Nous on a une entreprise d'insertion et qui propose des ateliers de réparation de vélos en entreprise. Et du coup notre cible, forcément, c'est des entreprises qui comptent beaucoup de salariés, donc principalement les grosses entreprises de plus de 500 salariés. Et nous, notre défi, c'est un peu de trouver la bonne offre de cadrage. Comment mettre un pied dans la porte avec une offre d'essai, une journée pilote, et après comment proposer une offre adaptée en termes de fréquence, en termes de durée, en termes de pricing. Voilà, moi c'est un peu mes questions, mes enjeux aujourd'hui. Aïcha. Oui, bonjour. Merci. Je suis donc la fondatrice de la marque l'IS Paris, des produits cosmétiques holistiques et éco-responsables dont le cœur des ingrédients est l'huile d'argan. J'ai lancé ma marque il y a presque 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par un accélérateur, Singa, pour le développement de 3 nouveaux produits. Et aujourd'hui, en fait, on a plein de questions. Mais surtout, en fait... comment se préparer plutôt, ce serait vraiment en fait de la préparation pour trouver en fait des fonds, parce que moi mon produit en fait aujourd'hui que je vais développer, en fait il y a le côté innovation et j'ai plein de projets dans la distribution particulièrement, donc ce serait vraiment comment se préparer pour trouver des fonds, une levée de fonds. Donc pour trouver en fait comment est-ce que tu fais pour gérer l'équilibre où je dois délivrer pour un client grand compte, j'ai pas encore les capacités en interne, comment est-ce que je fais pour financer ce gap en fait ? Exactement. Ok, très bien. Emma, je sais pas si c'est possible pour toi de passer le micro dans le fond, on va poser, il y a Stéphane aussi qui avait des questions et après Karl Geoffrey, si vous voulez poser vos questions aussi, c'est le moment, sinon on pourra faire ça après. Bonjour Stéphane de Technocarbone. Donc c'est une start-up qui crée un matériau durable capable de remplacer l'acier et le béton armé. Nous abordons les relations avec les grands comptes. Ça commence à s'intensifier un petit peu, ce qui est une bonne chose. Donc ce que nous discutons avec eux, c'est essentiellement des pilotes, des démonstrateurs industriels. Et donc dans ces accords, évidemment, il y a de la co-création, de la co-innovation. Et donc il y a un partage. Et donc au moment de rédiger les accords, donc moi je comprends que de toute façon le grand groupe va instinctivement une tendance à prendre une position dominante. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'il faut accepter et que c'est inévitable ? Quel est le bon point d'équilibre en fait ? C'est ça la question, c'est comment de manière objective déterminer un point d'équilibre et ensuite comment le partager avec le reste de l'équipe, parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans l'équipe qui va trouver qu'on s'est fait entre guillemets avoir ou qu'on a trop lâché, etc. Voilà, donc je crois qu'il y a à la fois un problème de déterminer le juste point d'équilibre et ensuite de perception au sein de l'équipe pour communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on débute ? Non ? Super. Très bien. Merci beaucoup Asma et Hervé d'être ici aujourd'hui. Asma, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais et si, donc, de ce que je comprends aujourd'hui, il y a des questions de comment est-ce que je fais pour gérer mon BFR entre l'offre
entre la demande plutôt et l'offre. Comment est-ce que je fais pour closer et convaincre? Comment est-ce que je fais pour avoir le bon équilibre entre complètement m'étaler devant le grand groupe parce que j'ai vraiment besoin d'avoir ce nom-là pour asseoir ma légitimité, pour entamer mon business, ou prendre le risque de trop refuser et donc prendre le risque de perdre le deal. Voilà. Est-ce que tu te reconnais dans certaines de ces problématiques, ou est-ce que tu veux nous partager de la problématique, toi qui t'angoissais à l'idée de travailler avec des grands groupes? Bonjour à tous, donc moi c'est Asma, je suis la cofondatrice et CEO de Velivelo. Et Velivelo est une solution de mobilité pour les professionnels de la livraison. Donc, autrement dit, on est un gestionnaire de flotte pour les acteurs de la livraison du dernier kilomètre. Et donc pour faire une gestion de flotte, on a intégré toute la chaîne de valeur, de la conception du vélo jusqu'à son leasing, en passant par sa maintenance, sa réparation. Et on a développé en interne un outil de gestion de flotte, un logiciel AP Mobile, qui permet de digitaliser toute la partie déclaration de panne, suivi des réparations, tracking des vélos, et optimisation de trajet, expérience livreur, parce qu'on ne prend pas les mêmes trajets quand on est un livreur comme quand on est un particulier. Alors, effectivement, je me retrouve dans tout ce que vous dites, notamment ce que dit Stéphane. Alors, déjà, quand on dit gestionnaire de flotte, a fortiori, on parle pas d'un vélo, mais de beaucoup de vélos. Puis quand on parle d'acteurs de la livraison, donc ça veut dire qu'il y a une force de frappe et une équipe de livreurs et de coursiers. Donc de base, notre métier s'adresse un peu à des grands groupes, ou en tout cas à de grandes entreprises qui font de la livraison pour autrui, pour des donneurs d'ordre, des Amazon, des DHL, des Chronopost. La réalité, c'est que quand on est une start-up, on n'est pas forcément bien bâti sur un certain nombre de sujets, ne serait-ce que sur le légal, parce que comment on construit un contrat qui va nous lier sur les prochains flux, peu importe les prochaines transactions qu'il va y avoir, tout en gardant cet équilibre petit compte, start-up et grand compte. Et à quel moment on a ce pouvoir de négociation pour dire voilà les conditions dans lesquelles j'aimerais aller et voici les conditions dans lesquelles j'aimerais pas aller. Et il y a aussi l'excitation de dire je veux signer un grand compte. Parce que la réalité, c'est quand on se dit je signe un grand compte, ça me donne une certaine visibilité de mon business à horizon quelques mois en tout cas. Parce que je sais que je vais avoir une relation récurrente et qui va pouvoir maintenir un peu et aussi financer mon lancement. Nous, on a eu la chance d'être bien entourés et dans la présentation, effectivement, Hervé a géré 850 startups et il les a accompagnés dans leurs relations grand compte. Et nous, on a eu cette chance d'être accompagnés par Sprint Project et Hervé. Et effectivement, alors il y a deux éléments. Il faut pas rester une start-up solitaire sur le sujet. Il faut surtout pas hésiter à en parler autour de soi. On a aussi eu tout le support des experts de l'incubateur. Il faut surtout aussi garder la tête froide et essayer de concilier opportunité et garder en tête les menaces que ça peut représenter. Alors, ce que je dis, c'est très large. Je peux aller peut-être dans le détail en parlant d'un exemple tout court. Nous, notre premier grand compte que l'on a signé, c'était Takeaway Just Eat. C'était il y a 4 ans. À l'époque, on avait 100 vélos en circulation, en location. Et puis Just Eat, qui est le leader de la livraison de repas en Europe, venait nous voir pour nous demander 400 vélos. Alors, on n'avait ni les vélos, ni le service, ni la tech pour répondre à leurs besoins, à un besoin de grand compte. Nous, ce qu'on savait faire, c'était des flottes d'un Domino's Pizza, entre 5 et 10 vélos. Et notre équipe était dimensionnée pour répondre à ces besoins-là. On n'avait pas d'équipe dimensionnée pour répondre à 400 vélos. Et alors, du coup, on était très fiers qu'on vienne nous parler, nous, petites start-up, pour répondre à cet appel d'offres. Eh bien, on a tout fait pour l'avoir. Au début, on a eu des sueurs froides, parce qu'on s'est fait imposer des SLA avec des pénalités. SLA, c'est Service Legal Agreement. Service Legal Agreement. Exactement, Service Legal Agreement, qui pose des prérequis, temps de livraison, pénalités. Voilà. Nous, au départ, on ne pense pas à tout ça. On dit, on y va, on trace, on répond à l'appel d'offres, adviendra que pourra. Mais c'est vrai que, heureusement, qu'on s'est fait bien accompagner, parce que ce qui est écrit reste écrit longtemps. Et mieux vaut se protéger demain que gagner le marché, parce que ça peut aussi fermer une boîte.
en réalité. C'est une opportunité à l'instant T, mais ça peut être une menace extrêmement virulente pour la start-up. Donc voilà, en quelques mots, peut-être qu'en discutant tous ensemble, on va peut-être penser à d'autres choses. Exactement, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail, mais merci pour cette introduction. Hervé, là tu viens d'entendre plusieurs problématiques de la part des entrepreneurs. Est-ce qu'on a abordé un petit peu tous les sujets, ou est-ce qu'il y a autre chose que tu vois, ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est souvent un petit peu overlooked by the entrepreneurs, donc quelque chose que ils y pensent pas trop, mais par contre, c'est bien à ça qu'il faut faire attention. Déjà, le premier point, c'est d'assumer le stade où on en est. C'est-à-dire que si on laisse supposer... Vous êtes face à une grande entreprise. Déjà, une grande entreprise, ce n'est pas une personne, c'est un ensemble de personnes. Chacun a ses propres objectifs dans l'entreprise, y compris de temps en temps de se faire briller. Donc, si vous ne savez pas exactement où vous en êtes par rapport au développement de votre produit, au développement de votre solution, si vous n'avez pas correctement découvert l'entreprise à laquelle vous vous adressez, c'est-à-dire quel est son besoin, à quel niveau il se situe. Est-ce que c'est simplement pour faire un test, pour regarder ce qui va se passer, faire imaginer aux collaborateurs du groupe ce qu'ils peuvent faire avec une innovation, ou réellement aller découvrir comment ils peuvent intégrer votre solution dans l'entreprise, ou dans le cas d'Asma, non, on a un besoin, il est totalement formalisé, caractérisé, et j'ai besoin d'une capacité de production. Si vous n'avez pas fait ça avec votre client, déjà, vous ne pouvez pas vous positionner, et vous vous mettez en défaut par rapport à eux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à la différence de certains d'entre vous, mon métier, quand j'ai créé des entreprises, parce que j'ai créé 3 boîtes qui s'adressaient à des très grands groupes, et j'en ai dirigé une dizaine de start-up qui s'adressaient là aussi à des très grands groupes. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut faire la distinction entre j'ai un produit qui est totalement finalisé, et auquel cas ma gestion, c'est une gestion de production, avec je suis en train de construire une offre, je suis en train de construire un service ou un produit, et ce produit et cette offre-là, je peux la co-construire. Je fais bien la différence parce que mon métier, et ça je pense que Asma le sait, c'est d'aider les entreprises, les startups, à co-construire des offres avec des grands comptes. Ce qui est totalement différent. Parce que la co-construction, attendez messieurs, mesdames, ce n'est pas vous fournir directement 10 000 objets. Non, c'est avec vous, arriver à construire une offre qui corresponde à votre besoin. Et là, on n'est plus du tout dans la même dimension, on n'est plus le petit vis-à-vis d'un grand, on est 2 contractants, entre guillemets, ou 2 structures qui essayons d'avancer ensemble. Et dans le cadre de Sprint Project, notre métier dans Sprint Project, c'est pour une quinzaine de grands comptes, c'est de veiller sur les startups d'un secteur particulier et de créer des alliances industrielles et commerciales entre ces startups qui proposent des innovations ou qui sont en train de construire des innovations, et des grands groupes qui sont en attente pour pouvoir innover. Et je pense que ça sera important de faire la distinction entre les deux. Exactement, c'est la question que j'allais te poser. Je suis une start-up, comment est-ce que je sais si j'appartiens dans une catégorie à l'autre? Comment est-ce que je fais pour évaluer mon point de vue? Est-ce que je peux faire les deux? Parfois la co-construction, parfois la livraison, ou alors c'est soit je suis dans l'un, soit je suis dans l'autre? Je peux prendre le cas d'un absent aujourd'hui. Vas-y. Ouais, Nicolas de Carriole, si tu m'entends, sache que tu es absent. Il devait être là. Si je prends le cas de Carriole, qui est un cas assez intéressant, il fabrique des remorques de livraison qui se mettent derrière les vélos. Lorsqu'ils ont débuté, ils ont fait de la co-construction. C'est-à-dire globalement, on a une technologie, on a une capacité. Avec cette capacité, vous, grand compte, qu'est-ce que l'on peut faire avec vous? Comment peut-on vous aider? Et ça a été de la co-construction. Mais réellement, tout son business est fait sur de la co-construction. Aujourd'hui, Carriole existe, mais il continue, lors de nouvelles innovations, de nouveaux produits, à faire de la co-construction. Donc on est bien dans les 2 cas, c'est-à-dire qu'on va trouver des sociétés qui sont capables de produire en volume. Ça reste quand même une société de croissance, donc capacité limitée sur un marché en croissance. Mais de l'autre côté, sur un nouveau produit, essayer de co-construire avec des clients qui ont un intérêt
à ce que, justement, cette innovation voit le jour. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que, de toute façon, lorsque vous êtes ce que l'on peut appeler une start-up, donc une société soit au démarrage, soit en croissance, cette notion de co-construction avec des grands groupes, elle se posera toujours. C'est-à-dire que si vous avez des innovations, quel que soit votre portefeuille de produits, essayez toujours de co-construire votre nouveau produit avec un grand compte. D'accord. Oui. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre on s'adresse à un gros compte pour un co-développement, ouais, ou est-ce qu'on s'adresse à un grand compte en tant que client. Et je pense que la posture, elle est différente, parce que quand on est dans la co-conception, là où il y a des sujets où il faut être un peu plus attentif, c'est est-ce qu'il fait que de la veille, est-ce que c'est de la veille concurrentielle, c'est-à-dire il s'informe de ce qui se passe sur le marché, il essaye de voir s'il y a une traction sur le marché intéressante, et auquel cas il va prendre dans son périmètre et son scope ce que vous faites potentiellement. Donc il y a un vrai sujet de propriété intellectuelle, de comment se préserver, parce qu'au début c'est que des discussions, mais en réalité on ne sait pas si ça va aboutir à un produit. Le co-développement, c'est un peu de l'open innovation, donc on discute, on essaye de concevoir ensemble un produit, un service ou peu importe. Et là, il y a la start-up qui, elle, va aller sur ce marché et encore novice, et ce co-concepteur qui est potentiellement un industriel, un grand compte, qui a les moyens pour le faire et qui n'a pas cette agilité de la start-up pour le faire. Il va du coup profiter de l'agilité de la start-up pour avoir cette veille. Et donc très concrètement, j'ai une question en ligne de la part de Benjamin qui demande est-ce que cette distinction entre open innovation et vente change la façon dont tu vas t'adresser au grand groupe, ouais, l'interlocuteur, et est-ce qu'on peut rapidement du coup faire la distinction, ok, je sens que je peux faire que de l'open innovation, du coup qui est-ce que je contacte, par contre je veux vraiment vendre, qui est-ce que je contacte? Alors déjà, ce sont pas, d'abord, s'adresser à un grand compte, il faut savoir que c'est une vente complexe, c'est-à-dire vous n'avez pas un seul interlocuteur, et lorsque vous commencez à travailler avec des grands comptes, un des premiers objectifs, c'est la découverte et de savoir comment ils fonctionnent. Et ça, tant que vous ne savez pas comment ils fonctionnent et qui sont vos interlocuteurs, et à quel niveau ils se situent au niveau hiérarchique et pouvoir de décision, mais aussi quelle est leur mission objectif, c'est-à-dire entre la cellule d'innovation ouverte interne d'un grand compte qui est là pour tester, regarder, etc., et puis soumettre des idées, et puis l'opérationnel qui lui a une véritable problématique sur laquelle il veut trouver une solution, co-construire une solution, ou tout au moins avoir des produits ou des services, déjà ce n'est pas du tout la même chose. Donc la première chose à faire, c'est vraiment regarder qui on a en face et savoir quels sont les objectifs de certains. Et dans le même grand compte, vous allez avoir des cellules, des départements qui n'ont pas les mêmes objectifs vis-à-vis de votre propre positionnement. Donc ça c'est le premier point qui est hyper important. Comment est-ce que je mène cette enquête? Je fais de la découverte. Et quand on est une start-up, le pire que vous puissiez faire, et ça je le répète en tutorat, le pire que vous, et je me l'applique à moi, donc c'est de faire de la vente. En fait, quand vous êtes une start-up, quand vous êtes une structure, ce que j'appelle un acteur économique émergent, arrêtez de vouloir fourguer votre truc. Il faut découvrir et aller en exploration. Et vraiment poser des questions, savoir comment ils font sans vous, en fait. Quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent quand ils ne travaillent pas avec votre innovation. Et il ne faut pas vendre votre produit, mais vous faire acheter. C'est-à-dire en vous préoccupant de leurs problématiques, savoir comment ils ne résolvent pas leurs problèmes. Ils vont vous donner énormément d'informations. Ils vont vous donner énormément d'informations sur leur insatisfaction ou sur les choses qui ne fonctionnent pas. Ils vont de temps en temps vous parler des autres départements qui cherchent d'autres solutions. Pour arriver à une question toute bête de leur part ou de la vôtre, c'est « mais dites-moi, que pouvez-vous faire pour nous ?» Ou s'ils ne vous la posent pas, que puis-je faire pour vous? Et là, dans ce cadre-là, vous allez avoir une autre dimension. Alors ça ne va pas résoudre la totalité de vos relations avec les grands comptes. Mais déjà, en partant sur cette notion, écoutez, je suis petit, vous êtes grand, vous avez des intérêts, c'est-à-dire développer une nouvelle offre. Moi, j'ai un intérêt, c'est de travailler avec vous.
Donc déjà, on n'est plus sur une question de je suis le grand, tu es le petit, ou inversement. C'est si vous voulez réussir, on doit réussir ensemble. Je ne sais pas si je réponds à la question qui a été posée, mais ce côté rétablir la relation, c'est hyper important. Après, par expérience, l'émotion, je vais signer un très grand compte, etc., je n'ai pas intérêt de le perdre, etc., ça reste. Après, il y a une solution, hein. C'est que si vous avez peur de perdre un grand compte, c'est négocier avec plusieurs en parallèle. Refuser cette notion d'exclusivité, on en reparlera peut-être à un moment ou à un autre. Mais déjà, diminuer, vous, émotionnellement, vous, patron de boîte, diminuez votre émotion. Il est très grand, vous avez envie de signer avec lui, mais il est très grand, j'en ai 3 ou 4. Donc si lui me refuse, de toute façon, je renégocierai avec un autre. Et surtout que les grands comptes, ils sont longs à décider. Donc il vaut mieux en avoir plusieurs en parallèle sur des négociations équivalentes. Tant que rien n'est signé, de toute façon, rien n'est signé. Hein. Il y a eu quelques dépôts de bilan qui se sont faits entre des startups et des grands comptes, tout simplement parce que les patrons de startups avaient attendu le chèque qui n'est jamais venu. Parce que changement de direction, parce que changement d'objectif, parce que, etc. Et vous voyez le sujet. Donc, menez-en plusieurs en parallèle. Dérisquez-vous personnellement, dérisquez-vous émotionnellement aussi. Ça, c'est vachement important. Et puis, déjà, ça assainit vos relations. Hyper intéressant sur justement le fait de dérisquer. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, notamment parce qu'il y a une différence en fait d'échelle de temps qui est considérable entre le grand groupe et la start-up. Juste avant qu'on puisse creuser cette question, il y a une question de Grégoire. Oui, bonjour. Merci pour tout ce que vous avez dit, qui est très intéressant. Alors moi, j'ai une question qui porte sur une start-up dans laquelle j'ai investi. Je suis investisseur et que j'essaye d'accompagner et qui a une problématique. Alors, elle est un tout petit peu mature. Elle a commencé à commercialiser il y a, on va dire, une dizaine de mois. C'est du SaaS B2B, d'accord. Et ils ont 3 types de clients aujourd'hui. On n'arrive pas à choisir véritablement. Il y a d'un côté de la PME industrielle. Je vais dire industriel pour simplifier, du grand groupe. Quand je dis du grand groupe, c'est ceux que vous avez sûrement fréquentés, des très gros, très complexes, très politiques, Orano, Thales, Stellantis, etc. Des trucs durs à appréhender, avec beaucoup d'interlocuteurs. Et puis, un peu in the middle, des consultants qui travaillent avec ces gens-là. Bon, les consultants, c'est simple, on ne va pas parler de ça. Mais leur difficulté, c'est de choisir, à mon avis, entre adresser... les PME, se positionner sur peut-être ce qu'est leur marché, ou perdre du temps à obtenir du grand groupe, mais qui est beaucoup plus cher à obtenir, avec l'idée, et c'est vrai quand même, que ça donne une valeur de marque, enfin mettre dans ses clients Orano, Stellantis, machin, ça aide aussi à vendre à leur segment, qui est peut-être celui qu'ils devront choisir à la fin, qui est le segment de la PME. Aujourd'hui ils ont une grosse dizaine de clients. Donc 2-3 boîtes de conseil, 3-4 PME et 1,5 ou 1,5 grand groupe, sachant que la problématique, vous la connaissez bien, c'est très très long, on ne sait jamais si on a en face de soi les gens qui décident vraiment, qu'est-ce qui va se passer, et en fait mes brillants start-upers sont toujours très très enthousiastes. J'ai du mal à les retenir parce que c'est génial, le rendez-vous s'est très très bien passé, c'est extraordinaire. Ils vont signer, mais moi je sais bien que déjà ça va mettre 1 an. Ça vous rappelle quelque chose et en fait on sait pas, parce qu'on n'a pas toutes les infos. En fait, il faut se méfier de... J'appelle ça l'effet pins, à mettre sur une presse. J'ai signé avec tel grand compte. Ça, c'est une... Je vais être vulgaire, c'est une putain d'histoire d'ego. Et l'ego, c'est mauvais pour le business. Donc le truc, c'est... Pourquoi ce grand compte-là? Si c'est uniquement pour coller un pins, et coller un pins parce que j'ai eu une discussion avec la cellule d'innovation ouverte d'un grand industriel, franchement, ça n'a aucun intérêt, parce que tu crèveras plus vite. Non, mais pour une idée, les PME, ils signent 10K d'ARR. Et le grand groupe, c'est plutôt 10 fois plus. Mais donc, oui, mais je reviens quand on démarre une boîte, et je parle bien du démarrage, c'est ma spécialité, j'en ai démarré plusieurs, donc c'est dans ce cadre-là. Moi, je me pose toujours la question, chez qui je crée le plus de valeur? C'est mon segment de démarrage.
accessibilité, création de valeur. Je veux dire, et globalement, je vais me focaliser là-dessus. Parce que même si le grand compte, il me prend plus de temps, mais si derrière ça, la valeur que je crée chez lui, et la valeur que, bien évidemment, parce que je vais en récupérer quelque chose en termes de prix et de marge, elle est importante, bon, je vais financer ma boîte de façon à pouvoir faire face à ce cycle de vente. Si c'est simplement pour accrocher un pins et que la valeur, elle n'est pas là finalement, je vais perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et notamment en BFR, pour une cible qui n'est pas la mienne. Et c'est pour ça que je ramène ça derrière cette notion d'ego. Parce que c'est bien d'accrocher un grand compte, un pins d'un grand compte, mais c'est parce que c'est ma cible principale. Parce que vu l'énergie que je vais y mettre, j'ai intérêt à ce que la valeur que je crée pour moi et pour lui soit importante. Sinon, ce n'est pas la peine. Je veux dire, je vois, et là en tant que tuteur cette fois-ci, je vois plein de startups qui disent « je vais attaquer les grands comptes, etc. » et inversement, je vais attaquer les PME. Et qui me disent je vais ouais, mais globalement, regarde bien, c'est pas ta cible. Tu n'apportes pas un véritable avantage concurrentiel. Tu n'as pas un avantage concurrentiel vis-à-vis de ces gens-là. Par contre, si je l'ai, si réellement j'ai un avantage concurrentiel durable sur un grand compte, je vais le travailler. Je ne vais travailler que ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Moi, j'ai bien le sentiment qu'il faut choisir. Moi, je pense qu'il ne faut pas choisir. Oui, mais... Moi, je pense qu'il faut. Je pense que c'est pas soit grand compte, soit PME, soit petit compte. Moi, je pense qu'il faut mixer les approches, ne serait-ce que pour une gestion de risk management, c'est-à-dire dire, OK, pendant que je suis en train de signer un grand compte, profitez de signer des PME. Parce qu'il y a aussi une survie financière et une survie économique. Comme disait Hervé, le temps de signature, le cycle de vente d'un grand compte n'est pas un cycle de vente d'une PME, n'est pas un cycle de vente d'une start-up, enfin, ou d'une entreprise d'une taille plus réduite. Surtout qu'il y a un vrai sujet de personae, on ne sait jamais à qui on parle. C'est le vrai sujet en grand compte. Il faut très vite détecter qui est le bon interlocuteur et qui est le décideur. Parce que sinon, vous allez perdre votre temps. Et voilà. Nous, en tout cas, notre stratégie chez VI Vélo, c'était de dire aujourd'hui, je dois faire du chiffre d'affaires, je dois faire vivre cette entreprise. Donc, je fais du petit compte. Et je vais chercher parallèlement un grand compte. Parce que l'un n'est pas antinomique avec l'autre. On peut très bien mener les deux approches. C'est des approches différentes, certes, des offres qui sont différentes, dimensionnées différemment, mais c'est ce qui va aussi faire la beauté d'un portefeuille qui soit mixte en risque. Que se passe-t-il si j'ai que des grands comptes et que j'ai 80% de mon chiffre d'affaires qui est chez un grand compte et que demain, le grand compte résilie mon contrat ? Je mets la clé sous la porte. Enfin, il y a aussi une certaine dépendance vis-à-vis d'un acteur économique qui ne doit pas non plus driver mon business. Et plein de boîtes ont déposé le bilan parce qu'effectivement, elles étaient monoclients ou avec un nombre de clients très limité. Moi, je pense qu'on peut avoir les deux, d'autant plus que ce temps de signature qui est très long, si on l'exploite pour aller chercher des petits comptes, ça permet aussi de montrer aux grands comptes qu'on a une traction de marché et que notre solution a de la valeur ajoutée pour ces petits comptes et ça continue à prouver qu'on est les bons interlocuteurs et qu'on a la bonne solution. C'est qu'on a signé d'autres comptes en parallèle. Mais c'est intéressant parce que c'est là où il faut faire la distinction à quel niveau de maturité je suis. Moi, je vais vous parler de la co-construction. Asma, elle vous présente quand vous avez un produit ou un service et vous devez équilibrer votre... et c'est pour ça que je vous dis, il est très important de savoir à quel moment on se situe. Vous savez, il y a deux mesures pour une start-up. C'est où je me situe en termes de développement technologique de ma solution, enfin technique de ma solution, construction de l'offre, et là où je suis par rapport à mon marché, ma connaissance du marché, ma segmentation de mon marché. C'est-à-dire que globalement, tant que je n'ai pas fait l'exploration entre le besoin dans les petites entreprises, les grands comptes, etc., donc je n'ai pas encore choisi, là, je ne suis pas en vente, je n'ai pas construit mon offre, etc., donc je n'aurai pas la même position. Donc cette notion de à quel niveau de maturité je suis et à quel niveau de maturité est mon interlocuteur ou ma structure, c'est hyper important. Et on en discute souvent tous les deux. Quand on veut faire rencontrer des startups avec des grands groupes, il faut absolument leur mettre un badge en disant « je ne suis qu'au niveau du projet ». Je suis uniquement en construction de mon offre. Et de l'autre côté, ne pas avoir un décalage entre les attentes et la proposition que je suis capable de faire. Ça, c'est un élément principal. Parce que quand, par exemple, je n'ai pas la capacité de production,
que le grand compte se rend compte que je n'ai pas la capacité de production. Et ce n'est pas simplement le produit, hein, ça peut être le service associé. C'est une déception et vous ne rentrerez plus jamais chez lui. Et sans compter qu'ils sont, comme tout le monde, un peu communautaires. Ils parlent entre eux, mine de rien, au terme d'associations professionnelles. Et ça va très très vite de se détruire une réputation, tout simplement parce que, ah ouais, mais je les ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils étaient en pré-série. Mais en fait, attends, moi j'ai vu leur robot, hein, c'est un truc qui marchote ou des choses comme ça. C'est mort, c'est totalement mort. Asma, toi, tu as réussi du coup à faire ce passage de la petite équipe pas du tout sizée pour répondre aux grands comptes, où là, au contraire, tu arrives enfin, on a l'impression, si jamais ce sont des acteurs qui se parlent, qui se sont parlés positivement de toi. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi est-ce que tu as dû faire attention, comment ça s'est passé un petit peu pour toi? En fait, nous, on a un peu mené, c'est là où il y a un peu la complexité de notre modèle, on a mené de la co-construction en même temps qu'on a commencé à commercialialiser notre solution. C'est parfait, parce que c'est une question que j'avais en ligne, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre. Alors, nous, on a fait un peu les deux. On a fait, ce qui est certain. Alors, par exemple, quand j'écoute vos questions, il y a des startups qui ont des solutions qui ne sont pas des innovations de rupture et qui n'ont pas besoin forcément de faire de la co-construction dans le sens où je suis en train de monter un produit, monter un service de zéro. Cyclocare, vous êtes un peu comme nous, le service, on ne l'a pas réinventé, la maintenance ou la réparation, mais comment faire le bon service au bon moment pour répondre aux besoins. Effectivement, il y a de la co-développement, mais ce n'est pas dans le même sens qu'un carriole qui, effectivement, a industrialisé, a développé une remorque qui n'existait pas avant, avec des caractéristiques innovantes et de l'innovation de rupture. Nous, cette innovation de rupture, parce que du coup, nous, pour vous la faire courte, on a rendu le vélo de livraison une commodité, ce qui nous semble tous très commun aujourd'hui, mais il y a 5 ans, ça ne l'était absolument pas. C'est-à-dire dire à des livreurs, descendez de votre scooter pour monter sur un vélo pour livrer, ou abandonner votre camionnette pour monter sur un triporteur, ça n'était absolument pas une commodité. Donc il y avait de l'innovation de rupture, parce qu'on ne se rend pas compte, mais un vélo de livraison, ce n'est pas un vélo pour un particulier. Donc il y avait des éléments innovants à mettre sur le vélo pour qu'il puisse répondre à ce besoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous donner juste un exemple pour que vous en ayez bien conscience. Le premier pain point d'un vélo de livraison, c'est l'autonomie de sa batterie. Et l'autonomie de la batterie, la techno, elle est scalée, on ne peut pas contourner la techno, c'est-à-dire le nombre de cellules de lithium qu'on peut mettre sur un vélo. Il se trouve qu'un vélo, c'est 2 roues et un cadre, ou 3 roues et un cadre. Donc, pour mettre des cellules de lithium, il faut de l'espace. Il faut de la place. Et plus on a de la place, plus on va avoir de l'autonomie. Chose qu'on peut faire dans l'automobile. Sous un capot, on a de la place, on peut mettre d'énormes batteries. Sur un vélo, la limite du jeu, elle est là. Donc il y a de la co-construction pour effectivement monter en puissance sur le véhicule, améliorer le produit, etc. Mais en même temps, on avait un produit qui marchait. Et puis moi, je me souviens d'un mentor qui me disait souvent, vaut mieux avoir un client moyennant content que pas de client. Parce qu'entre-temps, il te paye le client. Et effectivement, tu vas faire de la co-construction aussi pour avoir une formule qui va fitter exactement à ses besoins. Et c'est une courbe d'apprentissage surtout, parce qu'on n'a pas la recette magique. On ne sait pas quel est le bon produit, le bon service, la bonne formule. Et le grand compte, la réalité, c'est qu'il nous fait grandir avec lui. Oui. Il y a un truc que tu viens de dire qui est hyper important, parce que les Américains le disent. Si, lorsque tu arrives, on parle bien de start-up, hein, lorsque tu arrives chez un client et que le client te dit ton produit est parfait, c'est que tu arrives trop tard. Et ça, c'est une réalité. Et il vaut mieux un produit imparfait que... etc. Et ça, les startups ont... Alors de moins en moins, parce que c'était plus vrai il y a une quinzaine d'années, mais elles ont tendance à vouloir avoir le produit parfait pour aller voir les gens, en leur disant je te le fourgue. Et je reviens à ma question initiale, je te fourgue un produit. Non, je veux dire, j'ai un truc, je pense que ça répond à une véritable insatisfaction de ta part, je voudrais avoir ton avis dessus. Et puis, s'il est parfait, bon, bah, ok, tu signes. Mais globalement, s'il n'est pas parfait, comment je peux te rendre service tout en améliorant mon produit? Et c'est là la notion de co-construction. Oui, il y a une question dans le public. Merci. Mais quand vous parlez de co-construction, si vous négociez avec plusieurs grands comptes en même temps, c'est-à-dire qu'il faut co-construire une offre taillée pour chaque grand compte, quitte à avoir 3-4 offres, ou alors c'est une offre. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter cette partie-là? On en revient à cette notion de segmentation, c'est-à-dire que globalement, je m'intéresse à des gens qui ont un besoin équivalent
ou tout au moins sur une roadmap, c'est-à-dire j'ai quand même déterminé à quoi ressemblerait éventuellement mon produit demain et quelles sont mes différentes phases. Je vais m'adresser à des gens qui sont collés à cette roadmap-là, c'est-à-dire globalement ce que je pense et ce que le marché me renvoie comme étant les fonctionnalités à mettre en œuvre. Déjà, c'est ça. S'il y en a un qui me situe là, l'autre qui me situe là, de toute façon, ça ne sera pas possible. Tu ne peux pas répondre à des besoins qui sont totalement divergents. Donc déjà, à s'adresser à des gens qui ont le même besoin. Il y a un truc que je n'ai pas abordé qui est quand même hyper important parce que ça rejoint cette notion d'exclusivité, etc. Ça dépend de la taille de votre marché. Et puis ça dépend aussi, est-ce que ce que vous êtes en train de développer, c'est au cœur du business du grand compte. Si c'est au cœur du business, et moi j'ai le cas en ce moment d'une start-up, sa technologie, elle est au cœur du business de ses clients. Il est clair que la discussion que j'ai avec le fondateur, c'est globalement augmente ta valeur parce que de toute façon, tu vas te faire racheter. Parce que c'est clair que, étant donné que tu es au cœur de la stratégie de tes clients, ils ne vont pas te laisser traîner très longtemps sur le marché parce que tu vas leur apporter un avantage concurrentiel à eux qui est durable. Si vous êtes dans cette situation-là, on n'aura pas du tout le même discours que mon marché est suffisamment large, je vais créer de la valeur sur chacun de ces clients-là, et là, je n'ai pas du tout intérêt à négocier une exclusivité. Après, on pourra aborder la notion comment je négocie justement de ne pas avoir d'exclusivité quand je co-construis. C'est exactement la question que j'allais te poser. Il y a deux réponses, et je les fais couramment à mes propres clients en leur disant arrêtez de négocier des exclusivités. Exclusivité, c'est vous êtes en train de dire, je connais un très grand distributeur mondial avec qui je négociais quand j'étais à la tête d'une boîte de croissance, qui disait moi je vous promets que vous aurez 10 000 colis à livrer dans telle ou telle ville, etc. Là, ça doit te rappeler certains trucs à cela. Oui, bien sûr. Attends, tu t'appelles A. Voilà. Donc, bien sûr, on te croit, tu es un distributeur mondial. Ouais, mais quand on a signé le contrat, on s'est rendu compte que de toute façon, c'était pas 10 000 colis. Hein. C'était quelques centaines dans cette ville-là. Donc, il y a la notion de... Si j'avais négocié une exclusivité dans ce cadre-là, finalement, j'aurais été totalement plombé. Donc, cette notion d'exclusivité, je ne travaille qu'avec toi, ça, c'est un élément à éliminer. Exclusivité, c'est de dire aussi... Est-ce que vous avez réellement la capacité de me faire grandir? Parce que si vous négociez une exclusivité et que moi je n'arrive pas à vivre demain, eh bien vous ne pourrez pas profiter du service ou du produit. Et ça c'est un langage, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être égal à égal quand vous négociez avec un grand compte. C'est comme quand il négocie, attends, on va faire un test avec toi, donc tu nous le fais gratuit. Ah oui, vous avez raison, si j'enfile les tests gratuits, demain je n'existe pas. Donc la valeur que je suis supposé vous créer, demain je ne pourrai pas vous la créer. Donc, gratuit, non, parce que si c'est gratuit, moi je crève. Si je crève, vous n'avez pas la solution. Si vous n'avez pas la solution, je ne règle pas votre problème. Asma, je pense que par rapport à ta propre expérience, pour le coup, on peut dire que du coup, l'offre que tu proposais à tes clients était pour le coup vraiment au cœur de leur activité, puisqu'on est vraiment sur, tu leur permets de faire des livraisons. Comment est-ce que tu as été confronté à on veut que vous travailliez qu'avec nous, ou au contraire, est-ce que ça a été difficile pour toi de gérer ce sujet-là? Moi, j'associe deux choses. L'exclusivité, rends-moi filiale et rachète-moi. Si je ne vais travailler qu'avec toi en exclusivité et que je ne vais pas avoir l'opportunité de travailler avec d'autres acteurs, dans ce cas-là, soyons une même famille, un même groupe, et rachetez-moi et le sujet est clos. Parce que du coup, elle est où ma profondeur de marché? C'est hyper. Alors, on peut aller sur de l'exclusivité sur des sujets précis de notre service. Est-ce que tu peux donner un exemple? Parce que ça peut être parfois dur de mettre le curseur entre j'adapte complètement mon offre à toi et non, je vais juste ajouter une petite brique en perso parce que c'est ton besoin. Je vais prendre l'exemple du vélo. Nous, on est un leaser de véhicules et donc on essaye, à la base, on n'est pas des concepteurs. On est un prestataire de service avec un certain nombre de briques servicielles avec forte valeur ajoutée.
Et on a été amené à faire de la conception. On a été amené à faire de la conception parce que les produits dont avaient besoin nos clients n'existaient pas sur le marché. Je vais être un peu plus illustrative. Si on prend un vélo, un triporteur, il y a un châssis, il y a une box à l'arrière, et cette box n'est pas la même selon les verticales que l'on adresse. Si on s'adresse à un acteur de la livraison de frais, il va vouloir de la température dirigée. Si on s'adresse à un collecteur de déchets dans une ville, il va avoir besoin d'un contenant différent pour récolter du carton. Si je m'adresse à du nettoyage industriel, il va avoir une box qui va être aménagée, etc. Et donc, c'est là où on va faire de la co-construction. C'est-à-dire que c'est des véhicules qui n'existent pas. C'est une conception qu'il faut avoir. C'est-à-dire, et là, il y a du test, parce que nous, on n'a pas la science infuse, donc forcément, on va tester des choses. On va tester telle box à l'arrière, de telle architecture. Il y a quand même du poids et du volume. Dans des territoires qu'on ne connaît pas, est-ce qu'il y a du dénivelé, pas de dénivelé? Quelle est la récurrence de livraison? Quel est le nombre de kilomètres parcourus? Est-ce que je fais de la tournée? Est-ce que je fais du point à point? Mais nous, start-up, on n'a pas la capacité de faire des tests gratuitement. Et que se passe-t-il si je fais des tests et que, in fine, le test ne donne rien, ou que le client... parce que autant nous, on va aller voir plein de grands comptes pour faire des offres sur mesure, autant le grand compte, il ira voir plein de start-up. Oui. Il va avoir exactement la même démarche. Et du coup, que se passe-t-il si je fais tous ces développements pour que, in fine, ça n'aboutisse à rien? C'est là où vient le co-développement. Et c'est là où peut intervenir de l'exclu. C'est-à-dire, lui a une idée innovante, tu as une partie de la réponse à son idée innovante, et vous allez travailler ensemble pour faire un produit destiné à son usage qui soit innovant, sans pour autant que ça ne paralyse les autres secteurs d'activité auxquels on s'adresse. On ne peut pas me dire, tu me loues... Enfin, je vois mal, par exemple, un McDo me dire, moi, pour livrer, il faut que tu me loues qu'à moi. Enfin, c'est pas... Mais la tentation de, même encore maintenant, de beaucoup de grands comptes, c'est de penser exclusivité. Ils y pensent. Mais c'est toujours la même chose. Hein. Quand ils font crever une start-up, ils ne le font pas exprès, hein. Enfin, sauf certains. Hein. C'est surtout par oups, ou parce qu'on a toujours fait comme ça, donc on va gérer la relation comme ça. Mais globalement, ils y pensent. Donc vous, de toute façon, vous devez penser, d'ores et déjà, quand vous abordez un grand compte, les raisons pour lesquelles ça ne peut pas être une exclusivité. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, et j'en reviens au démarrage, il faut vous dérisquer émotionnellement. C'est-à-dire qu'il faut mener plusieurs négociations en parallèle. Parce que si vous êtes en exclu, quelque part, en négociation avec un grand compte, et qu'il vous propose une exclusivité, vous n'allez pas être en mesure de la refuser, puisque c'est l'avenir de votre boîte, puisque vous avez émotionnellement ou même financièrement le besoin de signer avec lui. Vous voyez le sujet ? Et c'est souvent ça le sujet. Et toute négociation ne peut pas être exclusive jusqu'au dernier moment, en fait. Donc vous pouvez mener plusieurs négociations en parallèle, surtout qu'ils vous laissent du temps, hein, les grands comptes, et il leur faut du temps pour réfléchir, pour en parler, pour remonter, etc. etc. Donc ça, c'est hyper important, parce que dérisquez-vous émotionnellement. Si déjà vous dérisquez émotionnellement, il y aura moins de problèmes d'exclusivité. Et ensuite, posez-vous la question. Est-ce que réellement je suis au cœur de leur stratégie, et auquel cas je comprends l'exclusivité et ça se négocie, hein, filiale comme tu le disais, Asma, tout à l'heure, mais très peu de cas rentrent dans cette chose-là. Et même en co-construction. En co-construction, surtout d'un produit physique, et j'aborde ce sujet-là, j'ai plusieurs négociations avec des startups et mes clients sur les produits physiques. La notion de co-construction, il faut faire comprendre aux grands comptes qu'elle n'est pas utile. Parce que si vous co-construisez un produit, vous avez une capacité, vous en tant que start-up, limitée. Si vous avez un accord de co-construction avec un grand groupe, de toute façon, à un moment donné, il va absorber votre capacité de production. Donc c'est une exclusivité de fait. Si après on leur dit, mais oui, mais si vous m'absorbez toute ma production, je suis en dépendance financière avec vous, donc il faut que vous me laissiez aller chercher d'autres clients. Donc vous réglez cette notion de cette tentation d'exclusivité par tout simplement, mais attendez, on fait du business. Donc, étant donné que je construis avec vous les pré-séries, etc., du produit, ça sera bien entendu avec vous, c'est vers vous qu'elle sera tournée. Je n'ai pas la capacité de m'adresser à 50 clients, j'ai ma capacité de production limitée. Par contre, abaissez votre commande
Parce que si vous n'avez, c'est pas votre commande, hein, si vous me demandez 1000 vélos avec ma capacité de production est de 1000 vélos, ben, je vais être en dépendance financière. En dépendance financière, vous voyez ce que ça veut dire en termes de relations business. Donc, desserrer un peu les taux, de façon à ce que je puisse aller desserrer les taux, hein, c'est pas négocier, desserrer les taux de façon à ce que je puisse aller négocier avec d'autres clients. Vous voyez ce que je veux dire? Et même mes clients chez Sprint Project, de temps en temps, me le disent. Oh, on n'a pas négocié d'exclusivité, il faudra... Non, cool. Je veux dire, ça va se faire dans la relation, ce truc-là. Ça va se faire naturellement. Donc je vous dis, c'est à vous d'amener le grand compte à négocier dans ces conditions-là, lui expliquer. Donc soyez dans une relation business d'égal à égal. Bon, Just Eat, je ne sais pas si c'était... Non, moi, je pense qu'il faut garder en tête 2 éléments. C'est que ces grands comptes ont clairement les moyens d'avoir une cellule intrapreneuriale en interne. Donc, s'ils veulent produire, ils ont les capacités de le faire. Donc, s'ils viennent voir, moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai eue, que ce soit avec Vélo ou par ailleurs, j'ai fait 10 ans chez EY et j'étais spécialisée dans les fast-growing entities, donc j'ai accompagné un certain nombre de startups dans leur croissance. C'est si un grand groupe vient voir une start-up, c'est qu'il y voit un intérêt et pas un intérêt mineur, un intérêt significatif, édifiant, parce qu'il a fait, lui, il a pesé le pour et le contre et il s'est dit, je vais aller voir la start-up. Et si vous arrivez au point de parler négociation, c'est que vous avez exclusivité, c'est que vous avez un vrai poids de négociation. C'est-à-dire que s'il cherche l'exclusivité, c'est qu'il a compris qu'il était sur une pépite et qu'il ne veut pas que ses concurrents aient la même pépite. Donc là, le pouvoir de négociation est d'autant plus fort, ne serait-ce que sur le pricing, dans les conditions. Donc, je pense qu'il faut le tourner plutôt à son avantage que de le penser comme étant une menace. Alors effectivement, il ne faut pas signer d'exclusivité, mais néanmoins, ça vous donne quand même la température de la position de négociation de la personne que vous avez en face. Vous n'êtes pas le petit, en fait. Hein. C'est pour ça que j'insiste toujours, et même y compris en tutorat, j'insiste sur le sujet. C'est quoi votre innovation? C'est quoi le problème que vous résolvez? À partir du moment où vous résolvez un vrai problème, un vrai pain point, vous avez un avantage, vous avez un avantage dans la négociation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le faire à votre place. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre dans ces situations-là. Vous allez me dire, on n'est peut-être pas toujours innovant, mais il faut vraiment réfléchir à l'innovation, c'est-à-dire que globalement, qu'est-ce que j'apporte que les autres n'apportent pas? Et à qui ça rend service, cette chose-là? Et donc, je me rappelle la première boîte que j'ai créée, sincèrement, j'allais voir des grands comptes, puisque c'était, etc. Et j'allais voir que des gens chez qui je savais qu'il y avait ce besoin, qui étaient insatisfaits, ils n'avaient pas la taille pour pouvoir y répondre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étais en situation de force. Et sincèrement, je n'étais rien. J'avais un PowerPoint à l'époque. Donc, un peu comme pas mal d'entre vous, j'avais un PowerPoint. Simplement, étant donné qu'ils ne savaient pas comment résoudre le sujet, ça leur coûtait des centaines de milliers d'euros par an, voire plus. C'était plutôt simple en disant, regardez, j'ai quelque chose, j'ai une idée, j'ai un concept qui peut vous permettre de résoudre votre problème. Et là, la négociation, elle est plus du petit vers le grand. C'est je peux vous faire gagner beaucoup d'argent, en fait, ou d'éviter de vous en faire perdre. Merci beaucoup. Il reste 10 minutes et il y a 3 questions que j'aimerais pouvoir prendre en ligne. Il y en a une première, en fait, justement, on parle de cette posture de négociation. Et donc, qui dit posture de négociation et ne pas faire des tests gratuits, dit pricing. Quelle agilité avoir dans le pricing? Comment est-ce qu'on fait pour co-définir un pricing avec un grand compte? Asma, est-ce que tu as quelque chose à partager là-dessus? Moi, je pense que ça dépend du contexte et du besoin. La négociation et le pricing n'est pas le même selon le contexte économique où l'on est. Nous, quand on a signé Just Eat, on était en plein Covid. Autant vous dire que le vélo, c'était la pénurie, c'était une denrée rare. Et là, pour le coup, c'est soit ils prenaient des vélos, soit ils livraient à pied. Donc, forcément, là, le pouvoir de négociation et de pricing, en fait, je pense qu'il faut se dire... Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas brader notre travail. Oui. Et se dire, notre travail, c'est de la valeur ajoutée. Et si on nous sollicite, c'est qu'on apporte une réponse et une solution. Si on veut... alors, ce que je dis, c'est bien beau 5 ans après. Effectivement, sur le coup, c'est pas forcément... Nous, ce qu'on avait fait à un moment, c'est de dire, est-ce que je ne suis pas capable de dimensionner mon offre progressivement selon la satisfaction du client ou la satisfaction que j'apporte au grand groupe? Et dire, OK,
j'ai peut-être pas un produit qui est finalisé, auquel je vais apporter des briques au fur et à mesure, je vais me développer et je vais les développer et dire, OK, on est dans une conception au départ, je ne fais pas payer le prix fort, mais demain, si la satisfaction est au rendez-vous, je peux aller chercher un pricing proportionnel à la satisfaction que j'apporte à mon client. Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité surtout. Tout dépend de comment on sent le contexte et où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est aux prémices d'une solution et là, le client est capable de payer très cher pour avoir ce qu'on propose, ou est-ce qu'on est dans un marché où notre solution commence à être un peu plus banalisée, un peu plus commune, qui n'est plus réellement une innovation ou une nouveauté, et là, effectivement, le pricing n'est pas différent. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas une vérité. Ok. Ton avis sur la question, Hervé? Cher. Toujours cher. Toujours cher. Non, mais c'est un vrai sujet, mais après, à l'incubateur, on a quand même un très grand professionnel sur la valeur et le prix. Je vais faire de la pub pour Frédéric, mais très clairement. On fera un autre Doers to Doers avec Frédéric Iselin sur le pricing. Il faut faire un Doers to Doers. Moi, j'aime bien quand on me dit vous êtes trop cher. Très clairement. Et des fois, on nous le dit pas, on nous ghost. Des fois, on nous le dit pas, on nous ghost. C'est ça qui fait peur aux entrepreneurs. Te ghoster quand tu es face à la personne, c'est plus difficile. Et là, j'en reviens sur cette notion de la relation. On ne fait du business qu'entre gens qu'on connaît, et donc il faut favoriser, surtout au démarrage, les contacts physiques. Alors ça, ouais, je fais vieux con, etc. Ouais, tu sais, maintenant on fait tout en Teams, etc. On n'a pas besoin de se rencontrer. Sincèrement, quand vous voulez négocier de l'innovation à prix fort, d'abord, vous n'envoyez pas une propale. Vous dites, tiens, on va se voir je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. C'est une ébauche de proposition, j'aimerais bien travailler avec vous là-dessus. Et j'aime bien qu'on me dise que je suis cher. Parce qu'à partir du moment où on me dit que je suis cher, je peux négocier. Là, je rentre dans une négociation. Alors, évidemment... Puis c'est plus facile d'expliquer pourquoi vous êtes 50 à 60% plus cher qu'à 5 ou 10% plus cher. C'est-à-dire que, et ça c'est une réalité aussi. Et ça, j'en reviens à ce que je disais avant, c'est qu'il faut s'être dérisqué émotionnellement. Donc, parce que si vous êtes en risque émotionnellement ou risque financier, c'est clair que la négociation sera totalement différente. Donc c'est vraiment du travail au préalable. Et puis après, c'est quelle valeur je crée. Réellement, ça a l'air tout con, mais globalement, qu'est-ce que ça leur coûte aujourd'hui de ne pas travailler avec moi ? Et ça s'obtient dans la découverte avec les grands comptes, c'est-à-dire en discutant avec eux, en n'allant pas leur fourguer un produit, parce qu'ils vont vous dire oui, non, ou si on leur fourgue un produit, ils vont vous dire à quel prix, mais plutôt d'être dans la découverte et d'aller leur poser des questions pour arriver à voir quel est le vrai problème, comment ils ne le résolvent pas, qu'est-ce que ça leur coûte de ne pas le résoudre, etc. Et à ce moment-là, vous adaptez votre prix. J'ai une question en ligne d'ailleurs à ce propos justement de cette relation qu'on commence à former avec le grand groupe. Donc, d'humain à d'humain, en physique de préférence, des personnes qu'on connaît. Donc il y avait une question aussi un petit peu plus tôt sur le réseau, donc pour vraiment en fait essayer de, parce que parfois en fait on n'a pas le réseau. Donc il y a cette question-là, mais il y a aussi j'avais pas de réseau quand j'ai débuté. Ouais. Effectivement, j'en ai peut-être beaucoup plus maintenant. Un peu, ouais. Mais je continue à rencontrer des gens que je ne connais pas. Toujours, c'est plus facile de rencontrer quelqu'un quand on n'a pas cette charge émotionnelle de je te vends ou je te fourgue, mais je cherche à te résoudre quelque chose. Et je viens te voir parce que tu es enfin, pour ceux qui me connaissent, oui, j'aime bien La Fontaine. Hein. Donc le corbeau et le renard, c'est Maître Corbeau, vous êtes beau, etc. Vous savez quelque chose que moi je ne sais pas. Ça déjà émotionnellement, ça me coûte rien. Et puis de l'autre, lui, le corbeau, il va parler. Il va me donner de l'information, il va me donner son fromage, qui va me permettre, moi, avec ce fromage-là, d'essayer de lui rendre service. Donc cette notion-là, elle est hyper importante. C'est à partir du moment où je décharge émotionnellement, je n'ai pas de produit à fourguer, mais je cherche à créer des relations, bah, ça va tout seul. Puis vous êtes à HEC, quoi. Donc je n'ai pas de réseau, ça serait pas quand même un peu compliqué, quoi. Pas tous, ceci est un événement mais vous avez tous un réseau, quelque part. Voilà. Si vous êtes dans les événements incubateurs HEC, vous avez un réseau. Donc à ce propos-là justement, enfin toujours dans nouer la relation, il y a des entrepreneurs en ligne qui me posent la question comment est-ce que je fais pour ne pas froisser les personnes à qui je parle, en allant taper à plusieurs portes dans la société pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a la relation entre la direction innovation et les directions métiers, donc la direction innovation qui filtre et les directions métiers qui vont utiliser. Et au final, il y a aussi le sujet de la propriété intellectuelle. Moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi.
et j'ai envie d'en parler dès le départ, mais est-ce que je vais pas de suite les froisser, comme par exemple on dit toujours ne demandez jamais un NDA à un investisseur, comment ça se passe avec un grand compte? Oui, je fais la différence entre le NDA et la propriété. Hein. Oui, c'est pas la même chose. Encore une fois, on peut parler de la propriété en amont, mais ça ne sert à rien d'en parler si on n'a pas commencé à ébaucher quelque chose. Donc il faut déjà savoir où on va et ce que l'on va ébaucher. Et puis, encore une fois, se poser la question, qui est mon interlocuteur? Donc il y a plusieurs questions dans ta question. Donc sur la propriété intellectuelle, il faudrait vraiment, et c'est un vrai sujet avec les grands comptes. Je peux vous garantir que chacun se pose la question aujourd'hui. Tous mes clients se posent la question sur la propriété, comment je l'aborde. Toutes les grandes organisations qui travaillent en open innovation aujourd'hui se posent ces questions-là, et il faudrait vraiment un sujet là-dessus. Sur comment ne pas froisser, déjà dans la posture. C'est-à-dire que globalement, y aller avec le sourire, les mains ouvertes, etc., et dire « Ah, écoutez, je ne connais pas votre grand compte, etc., peut-être que ça serait intéressant de connaître leurs besoins, telle ou telle personne. » Personnellement, je ne ressors jamais d'un rendez-vous avec un prospect sans avoir le nom d'une ou deux autres personnes, que ça soit dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Le dernier très gros business que j'ai monté, je suis parti de 2 contacts que j'avais sur ce truc-là, qui me permettait de valider mon business, et on est arrivé à plus de 50 contacts qui nous avaient été donnés par les différentes personnes que l'on avait rencontrées, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit des choses comme ça. Et après, il faut leur poser la question, mais vous savez, vous êtes sur de l'innovation. J'insiste bien sur de l'innovation, c'est-à-dire de quelque chose qui change la donne, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui seraient intéressées pour échanger avec moi, pour me donner leur avis? Avis, pas fourguer, avis. Et là, ça va être beaucoup plus facile d'obtenir et de ne pas froisser, en fait. Oui, je ne sais pas si... oui, enfin, moi, de mon côté, on a répondu à la question. Si jamais ce n'est pas le cas, posez-nous les questions en commentaire, on pourra revenir vers vous. Pour finir, moi, je voudrais poser la question à Asma. Déjà, est-ce que toi, tu as eu des difficultés à savoir à qui parler? Ou est-ce que, comment est-ce que tu as mené ton étude client avant d'aller les voir? Est-ce que tu as commencé à les comprendre à partir du moment où tu as discuté avec eux? Ou est-ce qu'avant, tu avais réalisé un mapping? Comment ça se passait? Et première question, et après j'en ai une autre. Alors, déjà, les grands comptes adorent parler aux cofondateurs. Vraiment. Il ne faut pas leur envoyer le COO. Ils adorent parler aux cofondateurs. Ils adorent parler à la personne qui a eu l'idée ou qui a senti qu'il y avait un besoin. Ça leur fait un bien dans leur ego. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une magie qui se passe quand ils parlent aux cofondateurs. Et nous, on a clairement vu la différence entre j'ai des sales ou j'ai un sales manager, parce qu'il y a cette approche sales, oui, qui peut être un peu brutale et un peu frontale en disant je mets un sales, donc je cherche à vendre ma solution, et parler aux cofondateurs qui, du coup, est peut-être une discussion un peu plus ouverte, qui va peut-être aboutir, et on cherche tous à aboutir à vendre quelque chose, mais ce n'est pas la même approche. Elle est vraiment différente. Nous, à chaque fois qu'on a parlé à un grand compte, mais ça, je me souviens, comme si c'était hier, j'ai volé le device de Hervé. Hervé me disait toujours, tu n'y vas toujours, les cofondateurs partent voir les grands comptes. Alors, comment nous, on a mené notre enquête? J'ai envie de dire, comme tout le monde, hein, on essaye de voir quel est le champion, quelle est la personne qui est sensible à notre sujet. Et ce n'est pas forcément le dirigeant, ce n'est pas forcément celui qui prend les décisions, le décisionnaire. Mais c'est celui qui ressent le plus de besoins, qui va savoir le faire remonter correctement à la direction pour dire, les gars, on a un besoin, on a un manque à gagner, et voilà quelle est la valeur que va créer notre... Il faut un peu mixer les deux, c'est-à-dire il faut trouver le bon interlocuteur qui a bien compris ce dont vous parlez et qui va remonter l'information, peut-être pas tout de suite, mais ça va être le champion de la solution en interne, qui va en faire la pub à longueur de journée, etc. Il faut bien déterminer cette personne. Merci beaucoup Asma pour ce témoignage. Je viens de lire un super commentaire qui dit « Merci, vous avez répondu à mes questions ».
Donc je pense qu'on a répondu aux questions. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions aujourd'hui. Pour les personnes qui sont en présentiel, nous avons encore un petit moment d'échange dès que les caméras s'éteignent, mais je voulais vraiment remercier énormément toutes les personnes qui nous suivent en ligne pour avoir participé à la conversation. C'était vraiment hyper précieux d'avoir vos questions, vos ressentis, etc. J'espère qu'on vous a apporté un maximum de réponses. Nous allons avoir un prochain Doers to Doers la semaine prochaine sur la partie faire financer son équipe tech et R&D par toutes les aides qui existent, crédit d'impôt, etc. Donc tout ce qui vous fait mal à la tête, on se pose semaine prochaine 1 heure, on passe tout en revue et c'est bouclé. Voilà. Enfin, c'est bouclé, avec un peu de chance vous êtes éligible et du coup il y aura un petit peu de travail à faire, mais ça vaut vraiment le coup. Par exemple, vous pouvez vous faire financer un docteur dans votre équipe à hauteur de 120% par l'État. C'est quand même pas mal. Donc on va pouvoir parler de ça la semaine prochaine. Merci infiniment au public pour vos questions et avoir vraiment permis de dynamiser la conférence au début. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Asma pour votre partage d'expérience. C'était, du point de vue animateur, j'ai beaucoup apprécié. On va évidemment demander aux personnes ce qu'elles en ont pensé. Donc regardez bien vos emails, regardez bien vos messages LinkedIn. Je vais venir vous embêter avec un petit questionnaire pour vous demander qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien. Comme ça, nous, on sait comment est-ce qu'on peut faire de ces événements un super truc. Merci beaucoup à Emma pour avoir aidé à animer le chat et pris les questions en salle. Merci beaucoup à Clémentine, Paul, Nathan et Gabriel de la team HEC Records qui a permis la production de cet événement. Et passez une excellente journée.